Bonjour, je Michael m'appelle John. Arcangele, Je viens du Brésil et je defendenos reçois des in appels du monde entier, mais aucun ne m'avait préparé à ce qui se passait dans le village de Saint-Laurent, au cœur de la France. Une petite communauté entourée de forêts denses, où chaque ruelle semblait murmurer des secrets anciens. Lorsque l'appel est arrivé, la voix à l'autre bout tremblait, presque étouffée par la peur. Quelqu'un est possédé ici. Nous avons besoin d'aide. Le poids de cette demande était immédiat et tranchant, un mélange de désespoir et de mystère que seul un vrai exorciste pouvait ressentir. En arrivant, j'ai senti une atmosphère lourde, presque palpable, comme si les ombres avaient une vie propre. Des maisons anciennes en pierre, des portes grinçantes sous le vent et un silence interrompu seulement par le son lointain d'une cloche. C'est Léa qui m'a accueilli. Une orpheline à l'air fragile, avec des yeux chargés de secrets. Elle m'a conduit jusqu'à la salle centrale de l'ancienne demeure, où l'air était dense, presque suffocant. La peur se mêlait à la détermination de cette jeune fille que tout le village sous-estimait. « Tu ne tiendras jamais face à l'obscurité !» Ce furent les mots de Père Henri, l'exorciste le plus respecté de la région, un homme imposant qui doutait même du courage de Léa. Mais elle, avec une sérénité défiant son âge, l'ignora simplement et commença à préparer les rituels, étudiant avec soin les textes anciens comme s'ils étaient sacrés, comme si la peur elle-même ne pouvait l'atteindre. Chaque geste de Léa semblait défier non seulement Père Henri, mais le mal caché dans les ombres de la maison. Une force invisible chuchotait, provoquait, testait la patience de tous, mais sa détermination restait intacte. J'observais, fasciné, notant chaque mouvement, chaque prière murmurée, chaque frisson qui traversait la pièce. C'était comme assister à un duel silencieux entre lumière et ténèbres. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris quelque chose de rare. Le vrai courage ne nécessite ni force physique ni expérience. Il exige seulement de faire face à l'inconnu avec l'esprit clair et le cœur ferme. Léa, l'orpheline méprisée de tous, allait bientôt prouver que l'impossible pouvait être défié. Si vous aimez les histoires de mystère et de forces surnaturelles, abonnez-vous, aimez et laissez un commentaire pour nous dire de quel pays et de quelle ville vous nous regardez. Car ce qui va suivre n'est pas pour les âmes sensibles. Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'exorcisme, un récit qui vous emmènera au cœur de Saint-Laurent, un village où les secrets anciens se cachent derrière chaque mur et chaque arbre. Ici, le vent murmure des avertissements que seuls les plus courageux peuvent entendre, et les ombres semblent avoir leur propre volonté. Quand j'ai reçu l'appel pour cette mission, je savais que je n'allais pas simplement me déplacer pour un simple rituel. J'allais pénétrer dans un endroit où la peur et le surnaturel se mêlaient, où chaque souffle pouvait être intercepté par l'invisible. Léa, l'orpheline sous-estimée de tous, est au centre de cette histoire. Fragile en apparence, mais d'une détermination et d'un courage surprenant, elle m'a montré dès le premier instant que parfois, le plus improbable des héros est celui que personne n'attend. Ensemble, nous avons affronté une présence qui ne se montrait jamais pleinement, mais dont chaque mouvement, chaque frémissement dans la maison annonçait un danger imminent. Le lecteur ressentira chaque tension, chaque frisson, comme si le mal lui-même était en train d'observer derrière les murs. Je vous invite à vous plonger dans cette expérience avec toute votre attention. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de l'histoire, aimez la vidéo ou le récit pour soutenir le travail et laissez un commentaire. D'où nous regardez-vous? Quelle ville ou quel pays vit cette expérience avec nous? Votre interaction nous rapproche et rend cette histoire encore plus vivante. Préparez-vous à découvrir des rituels anciens, des forces invisibles et le courage inattendu d'une jeune fille qui défie toutes les attentes. Cette histoire n'est pas seulement un récit d'horreur, c'est un témoignage du combat entre lumière et ténèbres, de la fragilité humaine face à l'inconnu et de la force de ceux que l'on croit faibles. Alors, restez attentifs, car ce voyage dans le mystère de Saint-Laurent ne fait que commencer, et chaque détail compte pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière les portes closes et les chuchotements de la nuit.
La route menant à Saint-Laurent était étroite et sinueuse, bordée d'arbres aux branches torsadées qui semblaient vouloir m'attraper. Le vent hurlait comme un présage, et chaque crépitement de branches, secoué par la tempête, donnait l'impression que quelqu'un me suivait. Lorsque j'atteignis enfin l'entrée du village, je compris pourquoi les habitants avaient l'air si tendus. Des maisons en pierre ancienne, certaines presque en ruine, se dressaient comme des témoins silencieux d'un passé oublié. Une cloche lointaine sonnait irrégulièrement, marquant le temps d'une journée qui semblait déjà condamnée à l'ombre. Léa m'attendait devant la grande maison centrale, cette bâtisse que tout le monde évitait après le coucher du soleil. Elle avait les yeux d'une intensité inhabituelle, comme si elle percevait des choses que je ne pouvais même pas imaginer. Sa respiration était calme, mais je pouvais deviner sa tension sous la surface. Elle me conduisit à l'intérieur, où l'air était lourd, chargé d'une odeur métallique et de poussière ancienne. Chaque pas sur le parquet grinçant faisait résonner l'espace d'une manière étrange, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Père Henri était déjà là, ses traits sévères et ses yeux perçants scrutant Léa avec scepticisme. « Tu ne tiendras jamais face à l'obscurité », avait-il déclaré, sa voix résonnant dans le grand hall. Léa, sans un mot, posa les mains sur les vieux livres d'exorcisme qu'elle avait apportés et commença à réciter silencieusement des prières que j'avais rarement entendues. Il était clair que malgré son apparence fragile, elle possédait une force intérieure que ni Père Henri ni le reste de la communauté ne pouvaient ignorer. Nous atteignîmes la pièce où la possession semblait la plus intense. Des traces de griffures marquèrent les murs et des objets avaient été déplacés ou brisés comme si une force invisible les avait manipulés. Léa se positionna au centre de la pièce, face à un jeune garçon nommé Julien, dont le corps semblait crispé et convulsé par une présence que nous ne pouvions pas voir. Sa voix, quand il essayait de parler, se transformait en un mélange guttural et étranger, émettant des sons qui résonnaient jusque dans mes os. J'allumai une bougie et observais chaque mouvement. Léa prononçait des incantations en latin avec une précision étonnante, tandis que Père Henri, à contre-cœur, l'assistait dans les gestes rituels. Le malaise dans la pièce augmentait à mesure que l'entité se manifestait, faisant tomber les chandeliers, provoquer des vents soudains et faire trembler les murs. Pourtant, Léa restait immobile, son regard fixé sur Julien, un mélange de compassion et de défi dans ses yeux. À un moment donné, la voix de Julien se fit plus claire mais beaucoup plus menaçante. « Pars ou sois consumé !» La pièce entière sembla vibrer sous la force de ce cri. Père Henri recula instinctivement, mais Léa avança d'un pas, sa main tendue comme pour toucher une vérité invisible. Je pouvais sentir son énergie, une combinaison de peur et de maîtrise qui semblait repousser le mal, le contraignant à rester dans les limites de la pièce. Les heures suivantes furent un mélange de prières, de chuchotements et de manifestations étranges. Objets flottants, lumière vacillante, rires et gémissements venant de nulle part. Chaque fois que le mal essayait de s'emparer de Julien, Léa réagissait avec une précision qui défiait la logique. Elle récitait les passages les plus anciens des textes, combinant force spirituelle et intuition presque instinctive, et petit à petit, le garçon retrouvait des moments de lucidité. J'étais témoin de quelque chose de rare, un duel invisible entre une jeune fille et une entité qui semblait impossible à contenir. Chaque phrase de l'exorcisme, chaque geste, chaque souffle contrôlé avait une importance cruciale. Père Henri, malgré son arrogance initiale, commença à montrer des signes d'étonnement et de respect. Il était clair que Léa, bien que jeune et inexpérimentée selon ses standards, possédait un talent et un courage qui surpassaient toutes les attentes. À mesure que la nuit avançait, la tension dans la pièce atteignait son paroxysme. Julien, épuisé mais conscient par moments, regardait Léa avec reconnaissance et crainte mêlée. La maison semblait respirer avec nous, comme si elle participait à la lutte, ses murs et ses planchers transmettant chaque vibration de peur et de résistance. J'étais conscient que ce que nous vivions n'était pas seulement un exorcisme, mais un événement qui marquerait à jamais l'histoire du village.
Enfin, à l'aube, après ce qui semblait être une éternité, la présence se retira, laissant Julien tremblant mais libre. Léa s'effondra légèrement, exténuée, mais triomphante. Père Henri s'approcha, silencieux, puis posa une main sur son épaule dans un geste rare d'approbation. J'avais enregistré chaque instant dans ma mémoire, le courage d'une jeune fille, la force du surnaturel et le frisson d'un mystère que je n'oublierai jamais. Et je savais que ce n'était que le début. Après l'exorcisme de Julien, la maison semblait étrangement silencieuse, comme si elle retenait son souffle, attendant une prochaine manifestation. Les murs, couverts de moisissures et de gravures anciennes, semblaient raconter une histoire que seuls les plus attentifs pouvaient percevoir. Chaque recoin de cette demeure dégageait une aura de mystère, et même la lumière du matin qui pénétrait par les fenêtres poussiéreuses semblait hésiter avant de s'aventurer plus loin. Léa, encore tremblante, m'expliqua que l'entité n'était pas un simple esprit malveillant, mais une présence ancienne, liée à des événements oubliés depuis des siècles. Elle me montra des symboles gravés sur les murs et dans le sol, des marques que je n'avais jamais vues auparavant. Père Henri, initialement sceptique, examina attentivement ces signes, ses yeux se plissant d'inquiétude. Il murmura « Cela dépasse tout ce que j'ai pu rencontrer. Même moi, je dois admettre qu'elle a raison. » Nous décidâmes d'explorer davantage la maison, à la recherche d'indices sur l'origine de cette possession. Chaque pas résonnait dans les couloirs sombres, chaque craquement de plancher semblait amplifié par l'air lourd et stagnant. Dans l'une des pièces, nous trouvâmes un ancien grimoire, recouvert de poussière et de toiles d'araignée, dont les pages décrivaient des rituels oubliés et des invocations interdites. Léa ouvrit le livre avec précaution, ses doigts effleurant les lettres comme si elles avaient un pouvoir propre. À mesure que nous lisions, un souffle glacial traversa la pièce, et des ombres se déplacèrent sur les murs, se contorsionnant comme si elles possédaient leur propre conscience. Julien, bien que maintenant libéré, se cacha derrière Léa, tremblant à chaque mouvement. J'essayais de rester calme, notant chaque détail, chaque sensation. La maison semblait vivante, et ses murs murmuraient des avertissements dans une langue que seul le cœur pouvait comprendre. Léa nous expliqua que certaines entités ne pouvaient pas être expulsées par des prières classiques. Elles nécessitaient une compréhension plus profonde de leur essence, une connexion avec le monde spirituel que peu d'humains possédaient. Elle commença à tracer des cercles de protection avec de la craie sur le sol, récitant des incantations que je n'avais jamais entendues. Père Henri, malgré son âge et son expérience, l'observait en silence, incapable de détourner le regard de la détermination brûlante de la jeune fille. Soudain, un bruit sourd retentit dans l'escalier, suivi d'un rire guttural qui résonna dans toute la maison. Les bougies vacillèrent et la température chuta brusquement. Léa leva la main et un champ de force invisible sembla se former autour de nous. « Il essaie de nous intimider, restez concentrés », murmura-t-elle. Chaque mot semblait renforcer la barrière invisible, et je réalisais que cette jeune fille maîtrisait quelque chose que beaucoup, même expérimentés comme Père Henri, ne pouvaient contrôler. Nous descendîmes au sous-sol, là où l'énergie était la plus intense. Des chaînes rouillées pendaient du plafond, et le sol était recouvert de traces étranges et d'anciens rituels oubliés. Léa expliqua que c'était ici que l'entité avait puisé sa force. Pour la vaincre complètement, il fallait comprendre son histoire, ses liens avec le village et les tragédies qu'il avait nourries pendant des générations. Chaque pas dans le sous-sol était une plongée dans l'inconnu, une confrontation avec des forces que nous ne pouvions ni voir ni toucher. Julien, bien que plus confiant, refusa de descendre plus bas. Ses yeux, encore hantés par les expériences précédentes, trahissaient sa peur. Léa le rassura, posant une main douce sur son épaule. « Tu n'as pas besoin d'être ici pour que je combatte ce qui te hante. » Ces mots étaient un mélange de force et de compassion, et même Père Henri sembla émouvoir à cette démonstration de maturité et de courage. Au moment où nous approchions du cœur du sous-sol, un souffle puissant traversa la pièce, accompagné d'une odeur de soufre et de terre humide.
Les ombres semblaient s'agiter, formant des silhouettes presque humaines qui tentaient de nous repousser. Léa, immobile, entama une incantation plus complexe, combinant les paroles du grimoire avec des gestes précis. Les silhouettes hurlèrent, se dissolvant progressivement, mais laissant derrière elles un sentiment de malaise profond, comme si elles attendaient la prochaine confrontation. À la fin de cette nuit, nous avions découvert beaucoup, mais la bataille n'était pas terminée. La maison gardait encore ses secrets et l'entité semblait observer, patientant, prête à tester nos limites à nouveau. Léa, bien que fatiguée, se tenait droite, prête à affronter ce qui viendrait. Père Henri, enfin conscient de sa sous-estimation, acquiesça silencieusement. Quant à moi, je savais que chaque instant à Saint-Laurent serait gravé dans ma mémoire et que l'histoire ne faisait que commencer. L'aube se levait à peine sur Saint-Laurent et pourtant la maison semblait encore plongée dans une obscurité surnaturelle. Les murs suintaient d'une humidité ancienne et chaque recoin respirait un malaise latent. Léa et moi marchions prudemment, ressentant l'ombre qui persistait malgré la lumière du matin. Père Henri suivait, ses pas lourds, son regard scrutant les angles de la maison comme s'il cherchait à déceler une menace invisible. Léa me montra des fresques anciennes sur les murs, à moitié effacées par le temps, représentant des scènes de rituels oubliés et de tragédies locales. Elle expliqua que ces images racontaient l'histoire d'un ancêtre du village, un homme qui avait tenté de manipuler les forces obscures et dont les descendants étaient liés aux manifestations actuelles. Chaque symbole semblait vibrer sous nos yeux, révélant un passé que personne n'avait osé explorer depuis des siècles. Dans le salon principal, un frisson parcourut l'air lorsque nous entendîmes un chuchotement, un murmure étouffé, presque humain, qui semblait provenir des murs eux-mêmes. Julien, assis sur un banc à l'écart, tremblait légèrement. Léa s'avança, fermant les yeux, comme si elle pouvait écouter les secrets cachés dans la pierre. « Elle nous parle, murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. Il veut que nous comprenions ce qui l'a lié ici. » Nous décidâmes de fouiller les archives du village, à la recherche de tout document pouvant expliquer l'origine de l'entité. La bibliothèque municipale, un bâtiment ancien couvert de lierre, semblait presque vivante sous le vent du matin. Les livres et parchemins poussiéreux racontaient des histoires de malédictions, de sacrifices oubliés et de rituels interdits. Chaque page tournait comme un écho du passé, révélant des secrets que seule Léa semblait capable de déchiffrer. Alors que nous examinions les documents, un vent froid s'éleva soudainement dans la pièce, faisant claquer les pages et éteignant quelques bougies. Les ombres dansaient sur les murs, se tordant en forme presque humaine. Léa leva la main et murmura une incantation, et les ombres semblèrent reculer légèrement. Je réalisais que ce lieu n'était pas seulement hanté, il était intelligent, conscient, testant notre patience et notre force à chaque instant. Père Henri, bien qu'âgé et expérimenté, commença à montrer des signes de doute. Peut-être ai-je sous-estimé cette jeune fille, admit-il à voix basse. Léa, concentrée sur les textes anciens, ne répondit pas, mais son regard en disait long. Elle était prête à affronter ce qui venait, peu importe la peur ou la fatigue. Chaque geste, chaque mot qu'elle prononçait semblait tisser une barrière entre le mal et le monde réel. Dans le grenier, nous trouvâmes un coffre ancien, verrouillé et scellé de symboles mystérieux. Léa expliqua que c'était probablement le réceptacle de l'énergie de l'entité, un lieu où sa puissance se concentrait et se renouvelait. Avec prudence, elle brisa le sceau, révélant des objets rituels et des traces de sang séché sur le bois. L'atmosphère devint immédiatement plus lourde, et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Nous étions maintenant au cœur de son pouvoir. Julien, malgré sa peur, observa Léa avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il semblait comprendre qu'elle était la clé pour résoudre le mystère, la seule capable de guider notre groupe à travers cette obscurité. Chaque mouvement qu'elle faisait, chaque rituel qu'elle entreprenait, semblait repousser la présence, mais jamais complètement.
L'entité continuait à murmurer, à défier, à provoquer un malaise constant dans toute la maison. Alors que la nuit tombait à nouveau, la maison changea de visage. Les ombres se firent plus denses, presque solides, et les murs eux-mêmes semblaient se rapprocher, nous enveloppant dans un étau invisible. Léa se plaça au centre du salon, récitant des incantations plus complexes, ses yeux brillants d'une lueur surnaturelle. Père Henri, à contre-cœur, s'agenouilla à ses côtés, prêt à suivre ses directives, conscient que le moindre faux pas pouvait être fatal. Cette nuit-là, nous avons compris que le combat ne serait pas simplement physique ou spirituel. Il était une confrontation avec l'histoire, la mémoire et la force des générations passées. Chaque souffle de vent, chaque craquement du bois, chaque murmure était un message que nous devions comprendre. Et Léa, l'orpheline sous-estimée de tous, était notre guide, notre lumière au milieu des ténèbres. La bataille venait seulement de commencer, et chaque instant à venir promettait de tester nos limites comme jamais auparavant. La nuit tombait sur Saint-Laurent comme un voile épais et silencieux. Même le vent semblait retenir son souffle, et chaque bruit résonnait dans la maison avec une intensité presque douloureuse. Les murs suintaient toujours d'une humidité ancienne, et les fresques anciennes prenaient une dimension presque vivante sous la lueur vacillante des bougies. Léa et moi avancions prudemment, sentant que chaque pas nous rapprochait d'une vérité que nous n'étions pas encore prêts à affronter. Julien, toujours effrayé, restait derrière nous, mais ses yeux trahissaient une curiosité mêlée de peur. « Que veut-il vraiment » demanda-t-il d'une voix tremblante. Léa s'arrêta, regardant les symboles gravés sur le sol. Ce n'est pas seulement la peur qui le nourrit, c'est l'oubli, la mémoire du village et les secrets qu'il garde. Chaque tragédie passée a renforcé sa présence ici. Ces mots étaient lourds de sens, et je compris que nous n'étions pas face à un simple démon, mais à une conscience enracinée dans l'histoire même de Saint-Laurent. Nous décidâmes d'explorer les caves les plus profondes de la maison, là où l'entité semblait concentrer sa puissance. L'air devenait de plus en plus froid, et un parfum métallique se mêlait à celui de la terre humide. Les chaînes rouillées pendaient du plafond, et le sol était couvert de symboles et de résidus de rituels anciens. Léa traça des cercles protecteurs et murmura des incantations que je n'avais jamais entendues auparavant, chaque mot semblant repousser une force invisible qui essayait de nous intimider. Soudain, un bruit sourd retentit derrière nous. Des voix gutturales et multiples se mêlaient, comme si l'entité prenait différentes formes pour nous désorienter. Julien se blottit contre moi, et je sentis son cœur battre à toute vitesse. Léa, pourtant, resta immobile, son regard fixé sur une inscription ancienne gravée dans le mur. « Regardez ici », murmura-t-elle. La gravure représentait un homme agenouillé, entouré d'ombres et de figures floues, semblant implorer pardon. Cette figure semblait être l'ancêtre dont elle nous avait parlé plus tôt, lié directement à l'entité. Alors que nous étudions cette inscription, des ombres commencèrent à se matérialiser autour de nous, prenant des formes presque humaines. Elles murmuraient, criaient, tentaient de nous effrayer. Léa prononça des mots avec une intensité croissante, traçant des signes dans l'air avec ses mains. Une lueur surnaturelle émanait d'elle, illuminant les murs de la cave d'une lumière blanche et vacillante. Les ombres reculaient, mais jamais complètement. Il était clair que l'entité testait notre endurance et notre courage. Père Henri, habituellement sûr de lui, commença à montrer des signes de nervosité. « Jamais je n'ai vu quelque chose de pareil », murmura-t-il, ses yeux suivant chaque mouvement des ombres. Léa, concentrée, ne répondit pas mais continua son travail. Je compris alors qu'elle avait trouvé un lien entre les rituels anciens, l'histoire du village et l'entité. C'était un cycle, une mémoire vivante que seul quelqu'un capable de comprendre l'ensemble pouvait briser. Nous descendîmes encore plus profondément, atteignant une salle cachée sous le plancher principal. Là, nous trouvâmes des reliques, des vêtements brûlés et des traces de sang séchées sur le sol. Chaque objet semblait chargé d'une énergie intense et perturbante. Léa expliqua
que c'étaient les restes des sacrifices anciens qui avaient renforcé l'entité, et que pour la libérer, il fallait purifier ces objets en les confrontant à la lumière et à la vérité. Julien, malgré sa peur, regardait Léa avec admiration. Elle semblait incarner un mélange de détermination et de compassion que peu de gens possédaient. Chaque geste qu'elle faisait, chaque mot prononcé semblait repousser la présence, mais jamais complètement. L'entité continuait à murmurer, à provoquer et à tester notre patience à chaque instant. Le combat devenait autant psychologique que spirituel, et je réalisais que la peur et la foi étaient intimement liées dans cet affrontement. Alors que nous terminions le rituel de purification des objets, une force violente secoua la salle. Les murs vibrèrent et des vents glacials parcoururent l'espace, tandis que l'entité manifestait sa puissance maximale. Léa, pourtant, resta immobile, récitant des incantations avec une précision parfaite. Peu à peu, les ombres commencèrent à se dissiper, laissant place à un silence lourd et pesant. La présence semblait affaiblie, mais pas encore totalement disparue. Lorsque nous sortîmes de la cave, exténués mais vivants, je compris que cette nuit avait changé notre perception de la peur et du courage. Léa, l'orpheline sous-estimée de tous, avait montré que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force ou l'expérience, mais dans la compréhension et la détermination. Père Henri, silencieux mais respectueux, nous suivait, conscient que nous avions franchi une étape cruciale. Mais je savais que le combat n'était pas terminé. Les ombres de Saint-Laurent étaient encore là, patientes, observant et attendant le moment de frapper à nouveau. La maison semblait attendre notre retour avec une patience sinistre. Chaque recoin était plongé dans une obscurité dense, et le silence lui-même pesait sur nos épaules comme un avertissement. Léa avançait devant nous, ses yeux brillants d'une détermination inébranlable. Père Henri suivait, silencieux mais attentif, et Julien, malgré sa peur, gardait un œil sur chaque mouvement, comprenant que cette étape serait la plus dangereuse de toutes. Nous atteignîmes le grenier principal, là où l'entité avait été la plus présente depuis notre arrivée. Les murs étaient couverts de symboles anciens, certains brûlés par le temps, d'autres encore frais et étrangement humides. Léa s'arrêta et traça des cercles de protection avec de la craie, récitant des incantations que je n'avais jamais entendues. La lumière des bougies tremblait, projetant des ombres mouvantes et inquiétantes sur le plafond voûté. Soudain, une voix gutturale et profonde résonna dans la pièce, multipliée par les échos. « Vous n'êtes pas digne, vous échouerez !» Les murs semblèrent vibrer, et le parquet sous nos pieds trembla légèrement. Julien recula, mais Léa ne bougea pas. Elle leva les mains, prononçant des mots avec une intensité surnaturelle, et un halo de lumière pâle entourant son corps se forma, repoussant l'obscurité qui cherchait à l'engloutir. Père Henri, habituellement sûr de lui, observait maintenant avec une fascination mêlée d'inquiétude. Il n'avait jamais vu un être humain manifester une telle maîtrise du surnaturel. Chaque geste de Léa, chaque incantation, semblait établir un dialogue silencieux avec l'entité, un combat de volonté entre l'humain et le mal ancestral qui hantait Saint-Laurent depuis des siècles. Les heures suivantes furent un mélange de cris, de murmures et de manifestations tangibles. Des objets volaient, des bougies s'éteignaient et se rallumaient seuls, et des vents glacials parcouraient la pièce. Julien, terrorisé, s'accrocha à moi, tandis que Léa maintenait une concentration absolue, comme si elle pouvait sentir les intentions de l'entité et anticiper chacun de ses mouvements. Au cœur du grenier, nous découvrîmes enfin le symbole central qui semblait être la source de la puissance de l'entité, une gravure ancienne représentant un ancêtre du village en train d'offrir un sacrifice. Léa expliqua que pour rompre le cycle et libérer Julien ainsi que la maison, nous devions purifier ce symbole par la lumière et la vérité, confrontant le passé et le présent en un seul rituel. Léa traça des cercles lumineux autour du symbole et commença à réciter une incantation complexe combinant les textes anciens et ses propres intuitions.
Les murs tremblèrent, les ombres se tordirent, et la voix de l'entité se fit plus intense, essayant de la déstabiliser. Mais Léa, immobile et concentrée, continuait, son énergie croissant à mesure que le rituel avançait. À un moment critique, l'entité sembla se matérialiser sous une forme presque humaine, massive et imposante, ses yeux noirs fixés sur Léa. Un vent violent balaya la pièce, et Julien hurla de terreur. Mais Léa, avec une force calme et incroyable, leva les bras et prononça les mots finaux du rituel. Une lumière aveuglante envahit la pièce, et l'entité hurla, se débattant avant de disparaître dans un souffle glacé. Lorsque le calme revint, la maison semblait transformée. L'air était plus léger, et le silence n'était plus oppressant mais apaisant. Julien, bien que secoué, était libre de toute influence. Père Henri, ému et silencieux, posa une main sur l'épaule de Léa, reconnaissant enfin sa puissance et son courage. J'avais enregistré chaque moment, chaque manifestation, chaque souffle du surnaturel. Cette nuit-là, nous avions affronté et vaincu une présence qui avait tourmenté Saint-Laurent pendant des générations. Léa, l'orpheline méprisée de tous, avait prouvé que le courage, la détermination et la compréhension pouvaient surpasser la peur et le mal ancestral. Mais même dans la victoire, je savais que certaines forces restent patientes et silencieuses, observant le monde des vivants, prêtes à ressurgir lorsque la mémoire humaine faiblira. La maison de Saint-Laurent respirait enfin, comme si le poids des siècles venait d'être levé. Chaque pièce semblait plus légère, et les ombres qui hantaient les murs avaient disparu, laissant place à un calme presque irréel. Léa, épuisée mais triomphante, s'assit sur le sol, ses yeux reflétant à la fois la fatigue et la satisfaction d'avoir accompli l'impossible. Même Père Henri, silencieux, la regardait avec un respect nouveau, conscient que l'orpheline qu'il avait sous-estimée venait de changer sa perception du courage et de la force. Julien, enfin libéré de l'emprise de l'entité, me regarda avec reconnaissance. Ses yeux, encore empreints de peur, brillaient désormais de clarté et de soulagement. La maison, malgré son âge et son passé sombre, semblait renaître à travers la lumière qui émanait de la victoire de Léa. J'étais témoin d'un phénomène rare, la confrontation avec le mal ancien et la preuve que la détermination humaine pouvait transcender la peur, même face à l'invisible et à l'incompréhensible. Alors que nous quittions Saint-Laurent à l'aube, je sentis que cette expérience resterait gravée dans ma mémoire pour toujours. Les ombres avaient peut-être été repoussées, mais elles ne disparaissent jamais complètement. Et je savais que le courage, la connaissance et la détermination de Léa resteraient un exemple pour tous ceux qui oseraient un jour affronter les ténèbres. Car certaines batailles ne se terminent jamais vraiment, elles se transforment en légendes.